Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Une journée pour faire entendre la voix des personnes en situation d'extrême pauvreté. Elle est célébrée le 17 octobre de chaque année. La misère est une violation des droits humains fondamentaux selon les Nations Unies. Elle participe fortement à l'essor de l'économie locale à travers diverses initiatives agricoles. Ces femmes sont du milieu rural. Elles ont été honorées à l'occasion de la journée qui leur est dédiée. Et puis au Sénégal, la réhabilitation des sites miniers préoccupe plusieurs ministères. Un atelier a été organisé pour un partage d'idées en vue d'une mise en application de la loi en la matière. La journée mondiale du refus de la misère est célébrée le 17 octobre de chaque année depuis 1987. Une occasion pour faire entendre la voix des personnes en situation d'extrême pauvreté. La journée mondiale du refus de la misère est officiellement reconnue par les Nations Unies en 1992. Agir ensemble pour donner aux enfants, à leurs familles et à la société les moyens de mettre fin à la pauvreté, c'est le thème retenu pour marquer la journée. C'est un commentaire sur image de Aurélie Sauton. Dans un monde en perpétuelle évolution économique et technologique, des millions de personnes vivent encore dans l'extrême pauvreté dans plusieurs pays. Une situation qui suscite une profonde indignation morale. Des hommes et femmes luttent au quotidien contre la faim et la misère. Ils font aussi face à de nombreuses discriminations, notamment des conditions de travail dangereuses, de logements insalubres, de carences en aliments nutritifs, d'accès non équitable à la justice et aux soins de santé. Partout dans le monde, l'extrême pauvreté, soit un revenu de 1,9 $ par jour selon la définition de la Banque mondiale, recule, mais elle continue d'augmenter en Afrique subsaharienne où elle frappe 41,1% de toute la population. Les raisons de cette exception africaine sont parfaitement identifiées. C'est d'abord l'absence de contrôle des naissances, avec ce paradoxe heureux en soi, mais terrible pour la démographie galopante que le recul de la mortalité en dessous de 5 ans, accompagné d'un reflux relativement faible dans le taux de fécondité. Le taux de fécondité est plus élevé parmi les pauvres et la famille plus nombreuse. À ce cercle vicieux s'ajoutent les conflits ethniques, les catastrophes écologiques, la corruption. Agir ensemble pour donner aux enfants, à leurs familles et à la société les moyens de mettre fin à la pauvreté. C'est le thème de l'édition 2019 de la Journée mondiale du refus de la misère. Il est donc important de rappeler que les enfants en situation de pauvreté sont avant tout des êtres innocents, mais ils grandissent au sein de familles pauvres où ils subissent les conséquences de vie difficiles. Ils connaissent l'angoisse du lendemain qui tenaille leurs parents et portent des charges trop lourdes pour eux. Cette année, la mobilisation va permettre l'expression des enfants et l'engagement des adultes. Le slogan de l'année scandé par un enfant s'adresse aux grands. Engagez-vous pour mes droits. Et s'il y a une couche sociale qui se retrouve bien souvent en situation de pauvreté, ce sont les femmes rurales. Depuis 11 ans, l'Organisation des Nations Unies les célèbre le 15 octobre via une journée internationale. Mardi dernier, les femmes rurales du Bénin étaient à l'honneur pour leur contribution de manière significative à la production agricole, la sécurité alimentaire et à la gestion des terres. Elles parlent ici de leurs apports économiques dans le développement. C'est un reportage de Bénédicte Posso et Patrick Adjagboutou. Elles sont la cheville ouvrière du développement agricole. Les femmes rurales agricultrices se retrouvent au premier plan des initiatives en zone rurale. Des initiatives qui visent à lutter contre la faim et la pauvreté. Ces femmes rurales travaillent également pour booster l'économie agricole locale. C'est elle qui fait tout.
de la maison jusqu'au champ. Et au champ, au niveau du défrichement du champ, c'est la femme qui rassemble les herbes. C'est la femme qui fait le semis, c'est la femme à la récolte, aide l'homme encore ou dans son propre champ avec ses enfants à récolter. Dans le secteur de la production de l'ananas, ces femmes rurales constituent une forte main-d'œuvre agricole, du labour jusqu'à la récolte. Il faut labourer la terre, faire tous les itinéraires techniques, c'est-à-dire c'est les femmes qui nettoient, mettent les rejets sur les parcelles, ramasser les ordures, c'est-à-dire nettoyer la parcelle. Vous comprenez? Donc du labour jusqu'à la récolte, c'est la femme qui est là. Malgré sa volonté d'apporter une valeur ajoutée aux produits de ses récoltes, son ardeur est souvent affaiblie par des difficultés de tout genre. C'est surtout au niveau de l'accès à la terre. Nous avons des difficultés. Pour l'octroi des terres, c'est un peu difficile parce que le revenu est souvent maigre et on n'arrive pas à faire un bon chiffre d'affaires pour pouvoir acheter les terres ou louer. C'est le marché d'écoulement qui est notre difficulté aujourd'hui. Si la femme agricultrice, notamment dans l'ananas, peut avoir le marché stable, là, on va s'en sortir. 2019 est l'année de la reconnaissance des efforts de la femme rurale béninoise. Ici, agricultrices et transformatrices sont célébrées et honorées par la Chambre d'agriculture du Bénin. Ces femmes saisissent l'occasion, le temps d'un atelier, pour dire leurs attentes. Améliorer par les techniques modernes de travail et de gestion des associations la compétitivité des produits agricoles sur les marchés de vente. Intégrer les mets locaux transformés dans les pauses café et déjeuner de tous les ateliers, réunions, séminaires pour la valorisation de la femme rurale agricultrice. Au regard de leur statut, elles plaident aussi pour la valorisation des tests sur le code foncier et domanial. Il a été recommandé d'instaurer des groupes de veille, de défense, de lobbying pour un suivi statistique des femmes ayant des contraintes à l'achat, à la sécurisation et à l'utilisation de la terre au Bénin. Les femmes rurales produisent, transforment et animent le marché d'écoulement des produits et aliments au Bénin. Réduire les peines qu'elles éprouvent dans les travaux champêtres est un défi. Révéler leurs efforts et les encourager à mieux faire passe aussi par l'amélioration de leur statut. L'élevage des poissons en eau douce est une source d'entrepreneuriat. Cette branche de l'aquaculture est rentable, mais elle est soumise à certaines conditions. Maîtriser les techniques et respecter certaines normes. José Migan est spécialiste en sciences de gestion des ressources animales. Il nous donne plus de détails au micro de César Achadé et Judith Tossa. Une entreprise piscicole, c'est une entreprise qui donne des revenus. Donc, ce qui veut dire qu'il suffit de respecter les normes avant de te lancer et tu conduis ton entreprise et on le gère comme toute autre entreprise. L'élevage des poissons est rentable. Lorsque tu réalises ton bassin qui respecte les normes de l'élevage et que tu les ensemences, en l'espace de 6 mois, tu réussis à avoir avec les carriasses des trucs qui tournent, qui quand déjà vers 1 kg, avec les tilapies à plus de demi-kilo. Là, les trucs qui sont prêts à la consommation. Il faut dire que le kilo de poisson produit dans ces conditions te revient, suivant les espèces, à autour de 1200, 800 francs, ça varie, suivant les espèces. Et tu les revends à partir de 1800, 2000, 2500. C'est sûrement rentable. Pour avoir une entreprise de pisciculture, il faut d'abord avoir un site. Un site qui répond aux normes piscicoles, c'est-à-dire où il y a la disponibilité permanente de l'eau. Un terrain qui doit être imperméable, qui ne doit pas laisser l'eau s'infiltrer complètement pour épuiser la disponibilité en eau. Toute personne qui est passionnée par l'élevage des poissons, qui aime la chose, qui se donne une petite formation, peut se lancer dedans. Lorsque tu ne connais pas, tu n'as jamais fait, que tu te lances, tu risques de perdre, de te mélanger les pédales. Donc tout le monde, non. Toute personne passionnée, qui aime la chose, qui veut réussir dans ce sens-là, qui se donne une petite formation, peut le faire.
On parle toujours de l'aquaculture, mais cette fois-ci au Malawi, la Banque africaine de développement a débloqué près de 7 milliards de francs CFA pour booster son secteur de la pêche. Le fonds ira au projet de développement durable de la pêche, de l'aquaculture et de gestion des bassins versants. Cette initiative ambitionne de participer à la hausse de la valeur ajoutée et de la consommation des produits de pêche, ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité nutritionnelle. Il devrait impacter directement 20 000 personnes. Le secteur de la pêche contribue à hauteur de 4% du PIB. La réhabilitation des sites miniers déjà exploités préoccupe plusieurs ministères au Sénégal. Le thème était au cœur d'un atelier. Un fonds de gestion environnementale est désormais prévu et servira au dédommagement des populations. Rougiatou Ba. Sur une vingtaine de sociétés minières présentes au Sénégal, seules 3 disposent d'un plan de gestion environnementale et sociale incluant le fonds de réhabilitation des sites miniers, une cartographie qui justifie cette réunion interministérielle. Il est heureux que des cadres de concertation sectorielle comme celui-ci, qui nous réunissent ce matin, puissent permettre d'expérimenter et de consolider la solidarité gouvernementale autour de problématiques et de préoccupations partagées. La problématique de la réhabilitation des sites miniers révèle des obstacles juridiques. Nous avons un décret qui date de 2009 qui fixe un peu comment le fonds doit fonctionner. Et ce décret était adossé à la loi de 2003 portant code minier. Entre-temps, il y a la loi de 2016 qui abroge certaines dispositions du code de 2003. Et le décret, même si ces dispositions sont transposées à la loi portant code minier, la mise en œuvre pose problème. Des solutions sont en passe d'être trouvées avec un arrêté interministériel. Des ébauches ont été réalisées allant dans le sens de la matérialisation de la forme de gestion de ce fonds-là à travers un arrêté interministériel. L'arrêté, normalement, doit préciser les modalités de gestion. C'est-à-dire, une fois que les fonds seront déposés au niveau de la caisse de dépôt et de consignation, il y aura un processus de décaissement. Le processus de décaissement doit être organisé sur la base d'échanges entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère des Mines et de la Géologie, qui régulièrement vont apprécier l'état d'exécution des réhabilitations. Et c'est à partir de l'avancement de l'état d'exécution qu'ils pourront conditionner le décaissement des fonds auprès de la caisse de dépôt et de consignation. Sur les procédures relatives au fonds de réhabilitation des sites miniers, des concertations sont menées par les départements de l'environnement et des mines selon une approche participative et inclusive. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.